Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette hors-série. Ouais, très volontiers. Tu étais déjà intervenu sur l'épisode 7 où on était revenu sur ton parcours, ton doctorat, le profil force-vitesse, etc. Et voilà, tu as un gros domaine d'expertise aussi qui est les statistiques et je pense que tu peux nous apprendre plein de choses là-dessus. Ouais, alors je suis pas un expert en stats et je suis pas statisticien. C'est juste que j'ai dû lever la tête au mauvais moment dans une réunion il y a 15 ans où il fallait déterminer qui allait reprendre les cours de stats en master. Ouais. Je plaisante parce que c'est un peu commencé comme ça l'histoire avec les stats, mais j'ai toujours pris du plaisir à les enseigner. En STAPS aux étudiants en master. Ouais. Et puis quand on se penche un peu sur comment les stats fonctionnent, on se rend vite compte qu'il y a rien de magique, que c'est assez logique, que puis c'est même sympa. Et ça, presque c'est l'objectif numéro 1 de mes cours. C'est pas grave si les étudiants sortent sans trop avoir compris. L'important, c'est qu'ils aient l'impression que ça a été sympa et qu'ils aient pris du plaisir. Ouais. Ah, c'est génial. Et souvent, quand c'est le cas, c'est qu'ils ont quand même pas trop mal compris l'essentiel. Ouais. Ah, c'est top. C'est top. Et alors, concrètement, à quoi ça sert, les stats? Alors, si on veut faire vraiment grossièrement les stats, il y a 2 grosses, ça sert à 2 choses. La première, c'est à synthétiser, réduire, résumer un ensemble de chiffres, de données. Et puis à l'heure actuelle, on acquiert de plus en plus de chiffres. C'est facile d'acquérir des données. Par contre, derrière, il faut réussir pour les transmettre et pour en extraire de l'information à synthétiser ces chiffres. Et les stats, c'est les stats descriptifs, c'est l'ensemble des outils qui permet justement de synthétiser en quelques paramètres, quelques graphiques, quelques éléments, l'information générale dans ces données. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à quoi servent les stats, c'est de faire la part des choses entre l'effet, ce qui est de l'effet du facteur contest par rapport au hasard. Donc arriver à faire la part des choses entre effet et hasard. Oui. Quand on mesure ou qu'on observe quelque chose, il y a toujours une part de hasard qu'on ne maîtrise pas. Et le but, c'est de savoir est-ce que la différence que je vois, est-ce que c'est lié au hasard ou est-ce que c'est lié au facteur. Ok. Et en gros, donc ça c'est, on va dire, il y a 2 situations dans lesquelles on essaye de faire la part des choses entre le hasard et l'effet. C'est soit quand on raisonne sur un échantillon d'individus et on essaye de tirer une conclusion générale sur tout le monde. Et là, il y a un effet de hasard. Est-ce que c'est propre aux individus que j'ai choisis ou qui ont été tirés au hasard dans mon expérience que j'observe cet effet, ou est-ce que c'est un effet qui est plus général à la population? Donc c'est ce côté généralisation à la population des informations que j'en tire, c'est ce qu'on appelle les stats inférentielles. Ok. Et après, il y a un autre cas de figure qui peut-être t'intéresse et intéresse un peu les praticiens du sport, que ce soit côté santé ou côté perf. C'est j'ai un individu devant moi, un patient ou un sportif. Je vois que ses valeurs évoluent. Est-ce que c'est du hasard, Ouais. le hasard du test, le bruit de la mesure, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment qu'il a progressé? Et là, c'est plus vraiment des stats inférentielles, c'est du descriptif. Mais par contre, il y a des outils qui permettent de trancher un peu là-dessus. D'accord. Donc voilà un peu l'ensemble des choses à quoi peuvent servir les statistiques. D'accord. Et alors, c'est quoi les stats descriptives au final? Ouais, stats descriptifs, c'est juste c'est toujours des outils, mais c'est une moyenne, c'est un écart-type, c'est un coefficient de corrélation qui vont permettre de quantifier une information qui provient d'un ensemble d'autres chiffres.
En gros, tu fais des tests sur une équipe de sportifs en pré-saison. Ouais, Si tu veux avoir une information, alors c'est peut-être le mauvais exemple parce que quand on fait des tests sur des sportifs, l'important c'est d'avoir les valeurs de chaque sportif. ouais, Mais si l'objectif c'est d'avoir une information générale sur voilà tes sportifs ils ont fait quoi comme performance en général, en ouais. gros, bah, de pouvoir avec deux trois valeurs résumer les 25 chiffres que tu as mesurés la veille. Ok, Donc c'est voilà c'est stade d'effet, moyenne, écart type, ça peut être un graphique, ça peut être un histogramme, c'est voilà c'est ces outils qui permettent de d'écrire l'information. ok. Et les stats inférentielles, du coup, par rapport à ça? Alors, les stats inférentielles, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on veut répondre à une question de manière générale. C'est-à-dire que l'important, c'est pas l'individu, c'est l'ensemble des individus et savoir est-ce qu'on peut avoir une information qui vaudrait en moyenne pour tout le monde. Ok. Donc, des fois, c'est intéressant, des fois, c'est pas intéressant. Et donc, quand on veut, à partir d'observations ou de mesures qui ont été faites sur un échantillon de personnes, quelques individus, Hmm. 10, 15, 20, 50, 100 personnes, et qu'on veut essayer d'en tirer une règle générale qui serait valable pour tout le monde, on a besoin d'outils qui permettent de savoir dans quelle mesure ce que j'ai observé sur cet échantillon de personnes, c'est aussi vrai sur l'ensemble de la population que je cible. Alors l'ensemble de la population, c'est pas tout le monde. Ça peut être les footballeurs élites, ça peut être les coureurs du dimanche, ça peut être des sportifs en général, ça peut être des sportifs qui ont eu une chirurgie au Hmm. ligament croisé antérieur il y a 6 mois, etc. Mais en Ok. tout cas, à chaque fois qu'on se pose des questions sur ces populations ciblées, on ne va pas mesurer des choses chez tout le monde. On va prendre Hmm. uniquement une partie de cette population, ce qu'on appelle l'échantillon. Ouais. Et l'objectif derrière, c'est de tirer des informations sur la population. Ça n'intéresse personne d'avoir des informations sur les 15 sujets qu'on a testés dans le plan expérimental. Hmm. Ça n'intéresse, j'allais dire, que nous. Même le scientifique n'est pas intéressé par ça. Ce qui l'intéresse, c'est sur la base de ces 15 sportifs, Ouais. est-ce qu'on Échantillon. peut tirer de l'information chez l'ensemble des sportifs que cet échantillon représente. Ok. Et du Et coup, donc là, c'est les stats inférentielles qui nous permettent de nous aider dans cette prise de décision de oui, je peux généraliser, non, je peux pas généraliser, ou non, pas. entre les deux, et c'est souvent entre les deux, c'est dans quelle mesure je peux généraliser. Ok. Et ça veut dire qu'il faut que, donc ton échantillon, tu sais combien de patients, de joueurs, de sportifs tu as, mais ça veut dire que tu dois connaître aussi le nombre de ta population? On va dire le nombre de personnes sur la population, il est toujours admis comme infini. Ok. D'accord, c'est un grand nombre de personnes. Après, c'est sur la base des quelques personnes qu'on va évaluer et sur l'observation qu'on va faire, est-ce que on peut, dans quelle mesure on peut dire qu'on a de grandes chances que ça soit vrai aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que si dans ton échantillon, il y a une énorme différence, et que l'échantillon est plutôt élevé, je dis n'importe quoi, peut-être 100 ou 200 personnes, tu peux dire, il y a des chances que ce soit valable sur la population parce qu'il y a un énorme écart et parce qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, en gros, là aussi un peu grossièrement, les stats inférentielles, elles vont prendre en compte à la fois la taille de l'échantillon. À un moment donné, si on fait une observation sur 3 personnes Ouais. ou sur 300 personnes, ça n'a pas le même poids, c'est-à-dire que les chances que ce qu'on observe soit vrai chez tout le monde, ben, elles sont pas identiques. Donc ça prend en compte la taille de l'échantillon chez qui on a observé ce phénomène, et ça prend aussi en compte l'importance du phénomène qu'on a observé. Hmm. Donc effectivement, un petit phénomène sur un grand échantillon Ouais. peut avoir des chances d'exister vraiment, et un grand phénomène ou un phénomène important sur un plus petit échantillon peut aussi avoir des chances d'exister vraiment. Après, un phénomène très faible sur un petit échantillon, Ouais. il y a de grandes chances qu'on n'ait pas la réponse. Ok. Ah, c'est top. C'est top. Et du coup, qu'est-ce que c'est les tests d'hypothèse? Alors les fameux tests d'hypothèse, c'est justement des tests, des types de tests qui sont utilisés dans ces statistiques inférentielles. Alors dans les statistiques inférentielles, cette volonté de généraliser une observation à la population, il y a plusieurs méthodes qui existent pour faire la part des choses entre ce qui est lié du hasard et ce qui est lié à l'effet qu'on observe, enfin à l'effet qu'on teste.
Et les tests d'hypothèse, c'est les tests les plus connus, on va dire, surtout dans le domaine des sciences du sport, pour faire la part des choses entre hasard et effet. Alors c'est les fameux tests de Student, ANOVA, tests de corrélation de Pearson, etc. Donc c'est peut-être des noms qui ont déjà été entendus en tout cas. Alors attention, ces tests d'hypothèse, ils sont pas faits pour tirer des conclusions sur un athlète ou un patient. C'est-à-dire, est-ce que mon patient ou mon athlète a évolué? Le test d'hypothèse, il permet pas de répondre à ça. D'accord. Ou en tout cas, si on essaie de l'utiliser dans ces contextes-là, on va être déçu parce que ça, c'est pas fait pour ça. Le test d'hypothèse, c'est j'ai un échantillon de personnes, je fais une observation, est-ce que je peux généraliser à la population? Alors ces tests d'hypothèse, sans entrer dans les détails de comment ils fonctionnent, pour faire la part des choses entre l'effet du hasard et l'effet du facteur, le test d'hypothèse, il part du principe que ce que j'observe, c'est le hasard. Okay. Donc ça, c'est son postulat de départ. Ce que j'ai observé sur mon échantillon, c'est lié au hasard. C'est lié au hasard de ma mesure, c'est lié au hasard des sujets qui ont été choisis, tirés au hasard, qui ont été inclus dans mon expérience. Ouais. Et derrière, le test d'hypothèse, il va permettre de calculer la probabilité de pouvoir observer ce résultat que j'observe si jamais c'était le hasard qui faisait les choses. Okay. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est improbable, c'est impossible que le hasard me donne ce résultat-là. Okay. Parce que c'est trop important comme écart. Le hasard, il peut pas donner ça. Et dans ce cas-là, si c'est improbable que le hasard puisse donner ça, ça veut dire que c'est fortement probable que ça soit mon facteur qui ait été à l'origine de cette différence, de cet effet. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un effet significatif. Ça veut dire que on a de grandes chances que ce qu'on observe sur l'échantillon, ça soit réellement vrai chez tout le monde, en moyenne. On est toujours en moyenne, hein. Peut-être pas chez chaque individu, mais en moyenne, ça sera vrai. Okay. Et si jamais la probabilité que le hasard puisse me donner ce résultat est élevée, c'est-à-dire que c'est possible que le hasard puisse me donner cette observation, alors dans ce cas-là, on peut pas faire la part des choses entre le hasard et l'effet du facteur. Et dans ce cas-là, la seule conclusion qu'on peut dire, c'est j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est le facteur. Okay. Ça peut très bien être le hasard, et dans ce cas-là, il y a pas d'effet. Mon facteur n'agit pas du tout sur ce que je mesure. Ouais. Ou alors, le hasard peut avoir un effet, c'est juste que moi, j'ai pas été capable de le détecter par rapport au hasard. Ouais. Voilà, que l'effet du facteur soit dissocié de l'effet du hasard. Et dans ce cas-là, on peut pas tirer de conclusion, ni de dire que y a pas d'effet du tout ou qu'il y a un effet. La seule conclusion, c'est j'en sais rien. En tout cas, mes données que j'ai récoltées ne me permettent pas de conclure. Et bon, la conclusion qu'on peut en faire, c'est il faut que j'améliore la finesse de mes données. Alors souvent c'est on va augmenter la taille de l'échantillon, parce que potentiellement je peux pas généraliser à la population parce que j'ai pas assez de personnes ou mon échantillon est pas assez homogène, il est trop hétérogène, j'ai trop de différences entre les individus, et il y a trop de flou, donc je peux pas faire la part des choses entre hasard et effet. Soit c'est que mes outils de mesure induisent aussi beaucoup de flou et que je peux pas conclure. Wow, c'est ouf. Mais ce qui est important, c'est que à la suite d'un test d'hypothèse, et c'est peut-être là son principal défaut, le test d'hypothèse, c'est que quand on a un effet qui est non significatif, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ouais. C'est juste qu'on n'en sait rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est lié. Vu que l'hypothèse de départ, c'est le hasard qui fait les choses. Ouais. Si on n'arrive pas à montrer que c'est pas le hasard qui fait les choses, c'est juste qu'on n'a pas de preuve que ça soit quelque chose d'autre que le hasard. Mais par contre, on ne sait pas si c'est le hasard ou pas. C'est juste qu'on n'en sait rien. Et tu sais pas à quel entre guillemets pourcentage c'est ton facteur qui a fait pencher le truc ou le hasard. Tu dis juste on sait pas, on peut pas dire que c'est pas que le hasard. Alors c'est juste que comme le hasard pourrait donner exactement le même résultat, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est lui ou si et là on a en tout cas le test d'hypothèse ne nous donne pas d'éléments pour trancher entre ces deux solutions en cas de résultat non significatif. Par contre, si jamais on accompagne ce test d'hypothèse par d'autres indicateurs, notamment des indicateurs sur l'importance de l'effet et en gros
la zone dans laquelle l'effet peut être dans la réalité au niveau de la population, ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance de l'effet, en ajoutant certains indices qui vont être des stats descriptives, où on va apporter de la description un peu plus fine de ce qu'on observe. Ben, dans ce cas-là, on peut amener des éléments qui vont nous aider à dire bon, j'ai pas réussi à faire la part des choses entre le hasard et l'effet, mais parce qu'en fait mon effet est trop flou, ou alors parce que non, mon effet en fait je le vois bien, c'est juste que qu'il est dans le hasard et qu'il n'existe pas, qu'il a peu de chances d'exister. Wow. C'est impressionnant. L'intervalle de confiance, c'est quand on fait une mesure. Alors là, je parle toujours d'un échantillon. Vous faites une mesure sur 15 sportifs. Vous avez une moyenne, un écart type, parce que derrière, ils n'ont pas tous la même valeur. Mais en gros, la valeur au centre de l'ensemble, donc la moyenne, c'est un bon indicateur de ce paramètre-là, et la dispersion des valeurs autour de cette valeur centrale qui est l'écart type. C'est uniquement c'est uniquement des valeurs que l'on a sur notre échantillon. Admettons, sur un groupe de 15 personnes, on obtient 192 de valeur moyenne, plus ou moins un certain écart type. Ça caractérise nos 15 personnes. Par contre, la vraie valeur moyenne sur la population, si on avait mesuré tout le monde, elle n'est pas de 180, je sais plus combien je dis, 192 ou 195. Elle va être à peu près 192, quelque part vers 192, mais pas exactement à 192. Si jamais on reprend un autre groupe de 15 personnes, ça sera peut-être 194, un autre groupe de 15 personnes, ça sera peut-être 188. L'intervalle de confiance, avec un certain niveau de confiance, donc souvent on prend 95% de confiance, c'est l'intervalle dans lequel se situerait la vraie valeur qu'on ne connaît pas. Donc si vous avez un 192 avec un intervalle de confiance entre 170 et puis 214, ben ça vous donne la zone de flou. C'est pas la même chose que si vous avez 192 entre 190 et 194. Parce que la vraie valeur, elle va se situer, vous allez être beaucoup plus fin dans le deuxième cas que dans le premier cas. Et dans ce cas-là, si vous accompagnez cette information au test d'hypothèse, ben ça peut vous aider à bien interpréter le résultat significatif ou non significatif. Donc tu peux dire c'est pas significatif, mais on a un intervalle de confiance où on sait qu'on a les 95% de la population qui seront là-dedans, qui est plutôt faible. C'est possible? Voilà, c'est ça. Si tu as un intervalle de confiance qui est plutôt étroit, fin, c'est-à-dire qu'en gros, la valeur que tu observes sur ton échantillon, elle est proche de la vérité. Ou en tout cas, tu as de grandes chances que la vérité ne soit pas loin. Et que ton résultat est non significatif. Ça veut dire qu'en gros, tu as quand même une bonne vision de la réalité, et malgré ça, ton résultat n'est pas significatif. Donc là, tu peux avoir un peu plus confiance sur le fait que le résultat non significatif veut dire que ton facteur n'a pas eu d'effet. Si maintenant tu as une vision très floue de la réalité, parce que ton intervalle de confiance, tu as 192, mais potentiellement la réalité, elle est entre 150 ou 250. Ben dans ce cas-là, ton résultat il est non significatif, mais ça serait dangereux d'aller dire qu'il n'y a pas d'effet de ton facteur. C'est juste que les données que tu as recueillies, ton protocole, ta méthodologie, elle n'a pas permis d'avoir une vision claire et précise de la réalité. Ok, top. Donc le test d'hypothèse tout seul ne permet pas de trancher entre les deux. Par contre, derrière, en utilisant d'autres outils, en accompagnant avec d'autres outils, on peut avoir une idée un peu plus claire. Top. Et là-dedans, c'est quoi le P? Parce qu'on entend toujours parler du P. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Alors le P, c'est le paramètre, on va dire, final du test d'hypothèse. En fait, tout simplement, c'est justement la probabilité qu'on puisse obtenir l'observation qu'on observe par le fruit du hasard. On observe plus 10 entre deux groupes. Et voilà, si le P égale 0,30, ça veut dire que le hasard, il pourrait nous donner ce résultat dans 30% des cas. Et donc, l'interprétation qu'il faut en faire,
C'est la première interprétation, c'est ce que ça représente, mais c'est pas toujours évident à interpréter comme ça. Le plus simple, c'est de se dire, c'est le risque que je prends en affirmant qu'il y a un effet. Si avec cette différence de 10 et ce P à 0,3, j'affirme qu'il y a un effet, qu'il y a une augmentation de 10, ou il y a une différence de 10 entre mes deux groupes, j'ai un risque de me tromper de 30%. Ok. Donc en fait, ce risque, il peut être de 2, 3, 5, 10, 30%. Ça dépend de la valeur du P, jusqu'à 1, jusqu'à 100% de risque. Après, donc ça, c'est le risque qu'on prend quand on affirme que l'effet, il est réel, que je peux généraliser cet effet que j'observe sur mon échantillon à la population. Après, derrière, c'est à chacun de choisir le risque maximal qu'il s'autorise à prendre pour affirmer des choses. D'accord. Il y a pas une... Dans notre domaine, sciences du sport, médecine, biologie, sciences du vivant, donc à chaque fois qu'on fait des mesures sur l'humain, en sachant que les mesures sur l'humain sont quand même assez variables, souvent le risque maximal qu'on s'autorise, c'est le fameux 5%. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne décide pas d'affirmer un résultat avec un risque supérieur à 5%. Après, c'est pas binaire. C'est-à-dire que si on a un P à 6%, 4,9, on prend pas non plus un risque démesuré à faire une affirmation. Ok. Mais d'où l'intérêt de présenter les valeurs de ce P et de pas uniquement présenter significatif, non significatif. Parce que ce P, la personne qui conduit l'étude, elle peut se fixer un risque maximal à 5%. Okay. Par contre, le fait d'afficher cette valeur P, ça permet au lecteur aussi de savoir à quel point il y aurait un risque à affirmer qu'il y a un résultat, qu'il y a un effet. Qu'il y a un effet et un facteur, c'est top. Et alors justement, sur un article scientifique, quelle stat il faut rechercher pour voir si l'article est de qualité, est-ce qu'il vaut le coup? Tu vois, est-ce que justement il faut aller rechercher directement ce P? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, déjà, un article, il va être intéressant pas en fonction de la significativité de ses résultats. L'article, il va être intéressant en fonction de la question qui est posée et de la manière avec laquelle cette question, on y répond. Donc, en gros, de manière générale, si on veut voir si un article vaut le coup, c'est déjà savoir de quelle manière, enfin, quelle est la question posée, est-ce qu'elle est intéressante. Si la question elle est intéressante, que la réponse elle soit oui ou non, la réponse est intéressante. Ouais. Donc que la réponse soit significative ou pas significative, la réponse est intéressante. Si la question est intéressante. Si maintenant la question est peu intéressante, effectivement, des fois sur certaines questions, le fait de répondre non, c'est un peu décevant parce qu'en fait la question en elle-même n'est peut-être pas assez justifiée. Maintenant, si on reste sur un peu les stats, alors je vais peut-être transformer un peu ta question sur est-ce que un effet vaut le coup par rapport à un article, s'il vaut le coup. Après, sur un article, est-ce qu'il vaut le coup ou pas, il y a plein d'éléments qui permettent de juger de la qualité de la question posée et la qualité de la méthodologie employée. Mais ça va bien au-delà des stats. Okay. Sur la question, est-ce qu'un effet vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut la peine que je m'y intéresse ou pas? On va dire, il y a 3 informations à identifier. Alors que ça soit quand vous menez une expérience ou que ça soit quand vous lisez un article, c'est les 3 informations. C'est la première chose, c'est la probabilité que l'effet existe réellement ou pas. Et ça revient à ce qu'on vient de discuter. Alors une des méthodes, ça pourrait être le test d'hypothèse. Il y en a d'autres. Dans le test d'hypothèse, c'est cette valeur du P. C'est quel risque, à quel point je peux dire que ce que j'observe sur mon échantillon, j'ai des grandes chances que ça existe au niveau de la population. Donc, pour rappeler, le petit P il vous aide à ça, parce que quand vous affirmez que ça existe vraiment au niveau de la population, vous prenez un risque qui est égal à cette valeur P. Qu'on essaye qu'elle soit la plus faible possible. Ouais. Par contre, si on s'arrête là, ça ne suffit pas. Et le gros défaut, en fait, le défaut qu'on attribue souvent au test d'hypothèse, c'est si jamais on s'arrête là. Le test d'hypothèse, c'est qu'un outil pour tirer pour faire une interprétation. Ouais. Par contre, il ne peut pas exister tout seul. Alors, si on s'arrête là, effectivement, c'est un peu décevant parce qu'on n'a pas l'ensemble des informations. La deuxième information qu'il faut qu'on associe au test d'hypothèse, au petit P, c'est si l'effet il existe, dans quel sens il va. Alors ça paraît un peu évident. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Est-ce que c'est une corrélation positive, négative?
Ça paraît évident. Par contre, souvent, quand on commence à mettre la tête dans les stats, le Graal devient, il faut que j'obtienne un résultat significatif. Et une fois qu'on a notre résultat significatif, on a l'impression qu'on a gagné, que c'est fini. Alors ça, quand je dis ça, c'est souvent côté étudiant, Ouais. où voilà, l'objectif final, c'est le petit p. Par contre, souvent, on observe, ben voilà, la conclusion, c'est que le résultat, on a obtenu un effet significatif. Mais par contre, on ne sait pas si jamais c'est une augmentation ou une diminution. Or, souvent, quand la question est bien posée, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que ça change, mais est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue. Donc, il faut toujours regarder dans quel sens ça va. Et la dernière information, c'est est-ce que cet effet, il est important ou pas, si jamais il existe. Si jamais un effet existe, c'est-à-dire qu'on a de grandes chances qu'il existe au niveau de la population, Ouais. est-ce qu'il est important ou pas? Et là, il y a d'autres outils qui nous permettent de trancher sur oui, c'est important, non, c'est pas important, et puis différents niveaux entre le non, c'est pas du tout important et oui, c'est très très important. Et là, il y a différents outils, c'est d'autres outils stats, notamment plutôt qu'on va dire des stats descriptives, hein, qui vont venir apporter cette information. Et en gros, si on a ces trois informations, là, ça peut nous aider à tirer une interprétation et donner des réponses à la question qui a été posée. Ok, top. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le SEM? Alors après, le SEM, le SEM, ça va être, il va faire partie de l'attirail des outils qu'on va pouvoir utiliser pour trancher sur l'importance ou pas d'un effet. Le SEM, c'est un moyen pour quantifier le bruit de la mesure. C'est un indicateur du bruit de la mesure. C'est le Standard Error of Measurement, Ouais. ce qui est souvent appelé aussi Typical Error dans le papier. dans certaines études. Hein. Donc c'est la même chose. Hein. C'est le bruit de la mesure, c'est-à-dire que le chiffre qui correspond, et souvent c'est dans l'unité de ce que vous avez mesuré. Si c'est des newtons, si c'est une force, c'est des newtons. Si c'est j'en sais rien, une VO2, ça va être des litres par minute ou des millilitres minute kilo. Donc c'est l'erreur moyenne de mesure que l'on fait quand on mesure ce paramètre sur ces individus-là. Ok. Donc alors ça peut être donné dans l'unité ou ça peut être donné en pourcentage. Ok. Donc ça peut être intéressant à tenir compte quand on va interpréter l'importance d'une différence. Sur est-ce que mon effet existe, mais par contre si jamais c'est inférieur au bruit de mesure, ouais. Ça va pas m'être très utile lorsque je vais faire des évaluations régulières sur mes sportifs. Alors le SEM, derrière cette importance de l'effet, on peut l'utiliser pour interpréter des données moyennes, comme on a vu avant sur un échantillon pour générer les populations. Mais ce SEM, il va être peut-être encore plus utile quand on va essayer de tirer des conclusions sur une personne. C'est-à-dire un patient, un sportif que l'on va suivre dans le cadre de l'entraînement, dans le cadre d'une rééducation, où on veut savoir si ses capacités évoluent. Ouais. Derrière, on va comparer des tests et donc des chiffres, et on veut savoir si ces évolutions de chiffres sont, on peut leur mettre un sens ou pas. Est-ce qu'il y a une importance? Alors souvent, si on va parler d'intérêt clinique ou d'importance clinique là-dedans. Et là, le SEM, en tout cas le fait de connaître le bruit de la mesure d'un outil, d'un test, d'une méthode, va être très importante à considérer. Ça sera pas le seul élément à considérer, mais ça peut être très important à considérer. Donc, juste après, on pourra peut-être en parler un peu plus longtemps sur ces aspects de quand j'ai une étude de cas, une seule personne, et voir si ça évolue. Donc là, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Si on finit sur les tests d'hypothèse, les différents éléments à regarder et cette importance de l'effet, dire ok, un effet peut exister, il peut être significatif, mais il peut être insignifiant ou il peut être très important. Il y a différents indicateurs qui permettent d'aider à faire ça. Vous pouvez interpréter les choses en unité de ce que vous mesurez, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez du vécu, parce que vous maîtrisez bien cette mesure. Et dans ce cas-là, vous savez que quand vous avez un sportif qui augmente de 50 Nm son test ISO en extenseur de genou, c'est quelque chose qui est important. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres indicateurs pour ça. Okay. Donc c'est important pour interpréter cette importance de l'effet, c'est important de remettre dans le contexte.
Et il faut faire attention à ne pas utiliser uniquement des indicateurs chiffrés qui ont été calculés d'une certaine manière, un peu boîte noire, qu'on ne maîtrise pas et qu'on se fie à 100% sur ces indicateurs. Une augmentation de 50 Nm sur un test ISO sur les extenseurs du genou, si c'est après une semaine de rééducation, c'est quelque chose qui est peut-être énorme. Ouais. Si c'est au bout de 18 mois de rééducation, c'est peut-être quelque chose qui est pas énorme. Ouais. Et pourtant, c'est le même chiffre et tous les indicateurs mettront la même valeur derrière cette augmentation. Donc, c'est important de remettre dans le contexte. Après, il y a des outils statistiques qui aident à remettre dans le contexte. Ouais. Et alors, justement, je reviens sur le SEM. C'est lié à l'outil de mesure, c'est lié aussi au testeur, quand tu parlais du bruit. Alors, le SEM, voilà, ça permet de quantifier le bruit de la mesure qui a été réalisée. Donc, ça intègre à la fois le bruit de l'appareil de mesure, ouais. son incertitude de mesure, ouais. par rapport à sa résolution, par rapport à sa précision, etc. Ça intègre aussi tout le bruit de la mesure qui va être amené par le protocole. Donc là, le moyen de réduire ça, c'est d'avoir un protocole le plus standardisé possible. Ça va être la consigne qu'on va donner, ça va être la manière avec laquelle on va installer le patient ou le sportif sur le dispositif. Ça va être les temps de repos, les temps d'effort qu'on va plus ou moins respecter, la randomisation des conditions. Alors là, voilà, c'est le plan expérimental et la méthodologie expérimentale qui va permettre de réduire ce bruit lié au protocole et à l'expérimentateur. Et après, en fait, la part la plus grande du bruit de la mesure, c'est la variabilité de ce qu'on mesure, notamment dans les sciences biologiques, donc la science de la vie au sens large. Dès qu'on va faire des mesures sur l'humain, il y a une grosse variabilité dans ce qu'on mesure. Vous demandez à quelqu'un de faire 2 fois un saut le plus haut possible, ouais. il obtiendra pas le même score. Ouais. Et c'est pas lié à votre outil de mesure, c'est pas lié à la consigne que vous avez donnée ou à l'enchaînement des conditions, c'est juste qu'il est pas capable de faire 2 fois le même effort. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intégré dans le bruit de la mesure. Par contre, c'est quelque chose qui est important à considérer parce que quand vous allez faire du suivi des valeurs d'un athlète, ça va intégrer aussi son incapacité à répéter 2 fois le même effort. Alors après, il y a des moyens pour réduire cette variabilité, lui faire plusieurs essais, ne garder que le meilleur ou la moyenne des 2-3 meilleurs, par exemple. Je sais pas, de faire de l'habituation pour éviter d'avoir un effet apprentissage, le fait de réduire un peu l'effet fatigue. Voilà, il y a plusieurs moyens pour réduire cette variabilité biologique. Ok, top. Et le MDC par rapport au SEM, qu'est-ce que c'est? Alors le MDC, ça va être lié au SEM, ça va être lié au bruit de la mesure. C'est-à-dire que quand vous faites une mesure, quelle qu'elle soit, vous avez un chiffre. Tout à l'heure on parlait, alors c'était une valeur moyenne de 190. On va reprendre un autre chiffre. Vous mesurez quelque chose, vous avez 22. Ce 22, c'est pas la réalité de ce que vous avez mesuré. C'est une très bonne approximation de la réalité, de la force de votre patient sur la machine ISO, mais c'est pas la réalité. Si vous le refaites faire le test 2 minutes après, il va peut-être faire 23, il va peut-être faire 21. Donc le SEM, c'est le bruit, c'est la zone de flou qu'il y a autour de cette valeur quand vous faites une mesure. Le MDC, c'est à partir de quand je dépasse cette zone de flou. J'ai fait une mesure à 22 il y a un mois. À partir de quand, de quelle valeur, je peux estimer que la valeur que je vais mesurer aujourd'hui sera plus élevée que la valeur d'il y a un mois. Alors bien évidemment, ça va prendre en compte le SEM, le bruit de la mesure. Alors le SEM, c'est le bruit moyen de la mesure. Quand vous avez un SEM à 2, ça veut dire qu'en moyenne, il y a une erreur de mesure qui est liée de 2. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une erreur de mesure qui est plus que 2. Pardon, Ouais. Donc si je reprends ton exemple, par exemple si tu as 22 et que le SEM il est de 2, ça peut être 20 ou 24 et 20 ou 24 ça peut être une erreur de mesure. Alors justement le 2 c'est l'erreur moyenne de mesure. D'accord. Ça veut dire qu'en moyenne je fais une erreur de 2. Ouais. Mais ça veut pas dire que je ne peux pas avoir des erreurs de mesure qui soient au-dessus de 2. Donc, et en fait 25, le MDC ça va prendre 95% des erreurs de mesure que je peux faire. Et souvent, le MDC, il va être c'est pas souvent, il est bien plus grand que le SEM, et il est à peu près à 2,8 fois le SEM. Ok.
D'accord? Parce que si jamais on a un SEM à 2, en fait, il va falloir s'écarter donc de 2,8 fois 2, de 5,6 au-dessus de 22 et en dessous de 22 pour être sûr que ce n'est plus du bruit. Si vous avez vous avez fait 22 en score il y a un mois et vous faites 28 le mois d'après, là, il y a très très peu de chances que ça soit du bruit de mesure. Parce que vous êtes au-dessus du MDC qui était à peu près, on va dire, 2,8 fois le SEM. D'accord. Parce que là, le but, c'est de prendre en compte l'ensemble des possibilités de bruit de mesure. Le SEM n'est qu'une moyenne de ces bruits de mesure. Okay. Donc le MDC, c'est très important, notamment dans du clinique ou dans le suivi de sportifs, quand le but, c'est de faire une conclusion sur un individu et non pas sur un échantillon. Ouais. Le seul moyen que vous avez, c'est quand je fais une mesure, est-ce que ce que j'observe, c'est du bruit ou est-ce que ce que j'observe, c'est un réel changement dans ce que j'ai mesuré. Et donc là, le MDC est utile pour ça. Ouais. Et si ce que tu observes, c'est en dessous du MDC, est-ce que ça veut dire qu'il y a 95% de chances que ce soit pas un vrai changement? Alors non, alors là, on va dire, on est pas loin du test d'hypothèse là-dessus. C'est pareil, c'est-à-dire que si c'est en dessous du MDC, ça veut dire que c'est un changement qui peut être du bruit. Ouais, putain. Ou alors c'est un changement qui n'est pas du bruit, mais qui est aussi grand que le bruit. Ouais. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui est insignifiant. Sauf si tu es dans un cas de figure où ton appareil de mesure a beaucoup de bruit, enfin ton appareil de mesure, ta méthodologie d'évaluation a beaucoup de bruit, et et donc là, dans ce cas, c'est juste que t'es pas fiable dans tes mesures. Donc potentiellement, tu peux avoir un effet qui existe, qui est en dessous du MDC, mais ça veut dire que t'es pas capable, toi, avec ton évaluation, de le détecter. Ok. Et MDC, ça veut dire Minimal Detectable Change, c'est ça? Detectable Change. Ouais. Ok, parfait. Et donc après ça, le SWC et le MCID, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Alors ça va être deux indicateurs qui sont souvent confondus avec le MDC. Très souvent, on voit alors de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus alertés sur ces différences. Mais MDC, SWC, MCID sont souvent un peu utilisés de manière interchangeable, ce qui n'est pas la réalité. Le SWC, le MCID, pour moi, et je dis pour moi parce que c'est peut-être il y a peut-être de la subtilité entre les deux. En tout cas, c'est des choses différentes, mais qui servent au même objectif, qui est de savoir à partir de quel effet, de quelle différence, je peux juger que mon effet, il a une importance clinique ou pratique réelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il est au-dessus ou pas du bruit. Le MDC, c'est savoir si on est au-dessus ou pas du bruit de mesure. Oui. Le SWC ou le MCID, c'est de savoir si à l'arrivée, ça va changer quelque chose. Pour le patient, enfin pour le joueur. Alors, pour le patient ou pour le joueur. Alors là aussi, hein, pour avoir cette information, il peut y avoir plusieurs manières d'aborder ça. Presque la manière le plus simple, c'est une remise dans le contexte de l'effet que j'observe et puis une interprétation en données brutes de ce que j'observe parce que je suis capable de savoir que 5 battements par minute d'écart de fréquence cardiaque entre deux conditions, c'est quelque chose d'énorme. Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'aller chercher des indicateurs autres. La plupart du temps, on a quand même besoin d'aide à la décision. Et les stats, c'est des outils d'aide à la décision. Et du coup, de pouvoir utiliser le SWC ou le MCID là-dedans. Alors, le SWC, par exemple, donc, qui est un des termes les plus compliqués à dire en anglais de manière rapide. Prends le temps de le dire. Smallest worthwhile change. Redis. Rapidement. The smallest worthwhile change. Ok. Ou alors, il faut le dire très très rapidement pour donner illusion qu'on sait le dire. Smallest worthwhile change. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le plus petit effet qui vaut la peine. C'est une traduction un peu littérale, mais qui va avoir un sens clinique ou pratique. Alors, ce SWC, mais qui va être un peu semblable
à d'autres indicateurs comme la taille d'effet ou le D de Cohen que peut-être certains ont déjà lu ou entendu. C'est une manière de rapporter un effet par rapport à l'étendue ou à la variabilité des valeurs dans la population. Admettons, on va reprendre l'exemple sur le test isocinétique où on a un gain, une différence de 50 Nm sur les extenseurs du genou. Ouais. 50 Nm, on était à 200, on est à 250. Donc on peut calculer un pourcentage. On peut calculer, on peut savoir que c'est 50 Nm. Par contre, si l'ensemble de la population sur laquelle qui est ciblée par, en tout cas, auquel appartient notre sportif, par exemple, les footballeurs élites professionnels, si on sait qu'ils sont tous entre 180 et 200, et 250, si vous avez un gain de 50 Nm sur des valeurs qui sont normalement entre 180 et 250, c'est un effet qui est quand même assez important parce que derrière ce gain-là, il va vous faire passer de l'arrière du peloton, ou en tout cas des moins bons à ce test-là aux meilleurs à ce test-là. Okay. Par contre, si vous faites un gain de 200 à 250, alors que les valeurs que vous pouvez rencontrer, elles sont entre 50 et 1500, vous avez toujours le même pourcentage d'amélioration. Et pourtant, ça changera pas grand-chose parce que vous étiez dans le ventre mou de la population sur ce test-là, vous resterez dans le ventre mou de la population sur ce test-là. Vous étiez moyen, vous restez moyen, vous étiez bon, vous restez bon. Et dans ce cas-là, en fait, le SWC, il permet de rapporter, en fait, c'est un indicateur, en tout cas, qui est en lien avec le fait de rapporter un effet par rapport aux valeurs qu'on peut rencontrer dans la population. Le SWC, en fait, c'est 0,2 fois l'écart type dans la population. C'est-à-dire à partir d'un moment où notre effet il est plus grand que 20% de l'écart type, ça veut dire qu'on commence à avoir quelque chose qui peut valoir la peine et d'être intéressant. C'est ouf. Donc plus fait pour. Je sais pas si c'est clair parce qu'on est sur des choses qui sont assez subtiles, mais qui dans la pratique sont très importantes à ne pas confondre en fait. Alors ce qui est marrant, c'est que, ce qui peut illustrer le fait qu'il ne faut pas les confondre, c'est qu'on peut être au-dessus du MDC, c'est-à-dire ce qu'on a mesuré, c'est pas du bruit, c'est vraiment un réel effet, et pour autant d'être en dessous du SWC ou du MCID. Parce que, ce qu'on a mesuré, c'est pas du bruit, il y a bien un effet, mais par contre cet effet, il changera rien dans la pratique. De manière clinique, ça va pas révolutionner les choses. Ah, c'est stylé ça. Et à l'inverse, on pourrait avoir une valeur qui serait au-dessus du SWC et en dessous du MDC. Alors c'est des choses qui arrivent quand même plus rarement. Parce que souvent, si on a un MDC qui est élevé, ça veut dire qu'on a un gros bruit de mesure et le SWC va en pâtir obligatoirement. Mais en tout cas, ce qui peut arriver, c'est que quand sur un outil ou sur un paramètre, on ait un MDC qui soit supérieur au SWC, et dans ce cas-là, ça veut dire que la méthode d'évaluation qu'on utilise n'est pas assez sensible pour être capable de détecter le plus petit effet qui commence à être intéressant. En fait, il y a trop de bruit. Alors, ça veut pas dire que la méthode, il faut l'acheter à la poubelle. Ça veut juste dire que avec cette méthode-là, on sera pas capable de détecter les premiers effets un petit peu intéressants. Il va falloir que l'effet soit encore plus intéressant pour être capable de le détecter. Ou alors, faut diminuer ton MDC en ayant le moins de bruit possible et tout ça, quoi. Voilà. Donc après, ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir un MDC le plus faible possible pour être capable de détecter des choses les plus fines possibles. En sachant que ces choses fines, elles peuvent être intéressantes ou pas en fonction de comment elles se situent par rapport au SWC. Oh, c'est ouf. Et l'ICC, qu'est-ce que c'est? Bon, alors l'ICC, c'est un coefficient de corrélation intraclasse. Donc, j'allais dire, ça sort un petit peu ça reste dans la thématique parce que le SEM, ce bruit de mesure, ça va être un indicateur de reproductibilité. C'est-à-dire que si vous avez un gros bruit de mesure, ça veut dire que quand vous mesurez 2 fois la même chose sur les mêmes personnes dans les mêmes conditions, vous n'avez pas 2 fois les mêmes valeurs. En tout cas, vous avez beaucoup d'écart entre les valeurs. L'ICC, ça va être un autre moyen de quantifier cette reproductibilité, mais non pas en donnant une information sur le bruit de mesure, mais en donnant une information sur en quoi ce bruit de mesure
va perturber l'ordre des individus que je vais mesurer en fonction d'une mesure par rapport à une autre. Je m'explique. Vous faites une mesure sur un groupe d'individus, un groupe de sportifs. Ouais. Vous pouvez les ranger par ordre du meilleur au moins bon. Vous refaites exactement les mêmes mesures le lendemain sur le même groupe de sportifs. L'ICC, il va vous dire à quel point les deux classements vont être identiques. Donc, si vous avez une méthode dans laquelle le classement est complètement inversé le lendemain, Ouais. Ben vous allez avoir un ICC qui va être très bas. L'ICC, c'est entre 0 et 1. Ok. 0, c'est que c'est pas du tout reproductible. Ouais. 1, c'est que c'est parfaitement reproductible. Ça veut dire que le classement Donc, perdure. Le même classement. Le classement est peu dépendant du test 1, test 2, test 3 que vous avez fait. Ok. Parce que derrière, votre test est reproductible. Vous avez toujours les mêmes informations. Alors, le SEM et l'ICC, ils permettent d'interpréter la reproductibilité. C'est deux indicateurs qui sont complémentaires parce que ça permet, ils ont des avantages et des inconvénients, les deux. Top. C'est des informations. Il y en a un qui c'est un indicateur absolu, le SEM, et l'autre ça va être plutôt un indicateur relatif, l'ICC. Top, parfait. Et alors pour revenir, tu as un peu parlé tout à l'heure d'articles scientifiques. Sur une lecture d'articles, qu'est-ce qu'on regarde en premier? On parlait de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Tu parlais de quelle question est posée et qu'est-ce qu'on va lire en premier? Est-ce qu'on lit l'intro? Est-ce qu'on lit l'abstract? Est-ce qu'on lit la méthodo? Comment on se fait une idée de la qualité d'un article le plus rapidement et le plus efficacement possible? Ouais, c'est une question qui est complexe, hein, et là, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'indicateurs qui permettent de juger de la qualité d'un article et notamment de sa méthodologie. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir si la question qui est posée est intéressante, en tout cas vous intéresse ou pas. Si la question ne vous intéresse pas, il faut pas aller plus loin. Donc en gros, la première chose, c'est de voir si la question qui est posée est intéressante. Dans l'abstract, déjà, on a un bon aperçu de la question qui est posée. D'aller voir en gros sur cette question, est-ce que la réponse est apportée sur quel type de population, dans quel type de mouvement, dans quel type de contexte, de recontextualiser un petit peu la réponse qui va être apportée à cette question. Là aussi, de voir si ça correspond au contexte qui vous intéresse. Si vous vous intéressez sur des sportifs de haut niveau et que la réponse est donnée sur du sportif lambda, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais il faudra garder ça en tête dans l'interprétation des résultats. Et après, de voir un peu le contexte, la qualité de la méthodologie. En tout cas, est-ce que la méthodologie, on peut accorder de la confiance au résultat vis-à-vis de la méthodologie qui a été utilisée? Et à quel point elle va limiter la généralisation de la réponse en fonction des conditions expérimentales, en fonction des sujets, en fonction des outils de mesure, en fonction des paramètres utilisés. Alors, l'abstract, il peut donner un petit peu des informations là-dessus pour avoir un aperçu assez rapide. En tout cas, l'abstract, il peut permettre de voir si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, il faut passer à autre chose. Oui. Si par contre, l'abstract, en gros, ça vous fait cocher toutes les cases dont on a parlé avant, dans ce cas-là, il faut pas se réduire à la lecture de l'abstract. Dans ce cas-là, il faut aller voir et lire l'article en entier pour avoir tous les éléments pour juger à quel point la réponse qui est donnée à la question qui est posée peut être utile pour vous ou pas. Ok. Et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de ne lire que l'abstract et de s'en tenir qu'à l'abstract. Top. Et Pierre, est-ce que tu as des formations, des ressources, que ce soit des livres ou autres, à nous proposer justement pour les stats et pour en apprendre un peu plus et pour mieux comprendre ça? Alors j'ai pas de ressources à répondre, enfin du tac au tac à répondre comme ça. Il y a de plus en plus de ressources, de plus en plus accessibles, hein, donc avec toutes les limites que ça peut avoir, que ça soit sur des vidéos, sur des tutos, sur des livres de stats qui sont assez vulgarisés, des sites internet. Alors il y a le site internet de Will Hopkins que moi j'utilise personnellement beaucoup. Alors Will Hopkins, c'est un chercheur en sciences du sport qui a des avis assez tranchés sur certaines questions, stats notamment. Par contre, c'est pas un défaut d'avoir des avis tranchés, hein, mais
Sur son site, il fournit des explications qui est assez claires. Il a un langage, en tout cas, qui est assez accessible, illustré, pour expliquer les différents concepts statistiques. Et en plus, il propose des feuilles Excel qui sont qui prêtent à l'emploi pour derrière aller calculer certains indicateurs stats. Donc voilà, ça c'est une ressource qui peut être utilisée. Après, il y a des livres, des livres en français, statistiques appliquées aux sciences du sport, qui est aussi un livre qui est assez bien fait pour ceux qui entrent dans les statistiques, sur les statistiques sur la méthodologie expérimentale. C'est quand même bien de commencer par des ouvrages un peu vulgarisés et assez appliqués, parce que derrière les livres de stats un peu poussés, c'est vite imbuvable. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ces types de ressources qui peuvent être utilisées. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière les différents tests et paramètres statistiques qu'on utilise. Ça permet quand même alors d'une part, déjà, c'est pas si compliqué que les équations qui les caractérisent peuvent le laisser penser. Les stats, ça reste assez logique. Ce que je dis souvent aux étudiants, et je leur démontre sur certains paramètres, c'est que si jamais on avait envie aujourd'hui de repartir de la feuille blanche et de voir comment on pouvait calculer ou céder des chiffres pour trancher sur certaines questions, en fait, en essayant de bricoler les choses avec justement ces données, on arriverait aux concepts statistiques qui sont proposés. Alors bien sûr, je parle de concepts assez basiques, mais à l'arrivée, ça reste du bricolage de chiffres qui nous permettent de nous aider à prendre des décisions. Ça reste des outils d'aide à la décision et qu'il faut un peu connaître et comprendre pour pouvoir bien les utiliser. C'est comme tous les outils. Il n'y a pas des outils qui sont bons et des outils qui sont pas bons. Il y a des bonnes manières de les utiliser et des mauvaises manières de les utiliser. À chaque fois qu'on va utiliser un outil, et en particulier un outil stat, dans un mauvais contexte ou pour un mauvais objectif, en tout cas pour un objectif qui n'est pas celui attribué à cet outil-là, on va être déçu à la fin et il ne va pas répondre à nos attentes. Mais ça sera pas un problème de l'outil, ça sera un problème de notre manière de l'utiliser. Et pour avoir une bonne manière de l'utiliser, il faut en connaître un minimum sur comment fonctionnent les tests, que veulent dire les différents indicateurs, etc. Et je dis ça avec toute l'humilité du fait que je pense que moi-même et nombreux d'entre nous dans notre domaine faisons beaucoup d'erreurs sur les utilisations des outils stats aussi. Mais voilà, l'objectif c'est de faire le moins d'erreurs possible pour les utiliser au mieux. Top. Et Pierre, s'il y en a qui ont des questions à te poser sur les stats ou autre, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent te joindre? Est-ce que tu as une adresse mail, le réseau ou des réseaux sociaux que tu utilises? Alors déjà, s'ils ont des questions sur les stats, il faudrait qu'ils s'adressent à un statisticien, que je ne suis pas. Non, blague à part, oui, après je peux, par email, mon email professionnel, c'est des moyens de communication qui sont peut-être les plus faciles. Et puis après, en fonction des questions, ça peut être un échange de vive voix. Après, sur les réseaux sociaux, je suis bien sûr sur Twitter, mais je pense pas que ça soit l'endroit le mieux pour poser des questions et notamment sur les stats. Ou alors le faire sur des personnes qui sont vraiment expertes en stats. Ok. Top. Pierre, merci beaucoup. Bah de rien. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Non. Parce que par les stats, c'est pas toujours les sujets les plus sexy. Ouais, mais c'est pas les plus sexy, mais ça apporte tellement quand tu commences à comprendre, ça clarifie pas mal de choses. Et moi, à force de on va dire, d'écouter les définitions et tout ça, ça s'éclaire petit. Tu vois, je vois un peu de lumière au bout du tunnel, petit à petit. Donc c'est juste un petit peu de lumière pour l'instant. Ah voilà, c'était l'objectif. Mais voilà, objectif performance atteint, on va dire. Merci beaucoup. Ouais, génial. Merci à toi. À la prochaine. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi.
Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.